On se demande parfois comment sont construits les projets les plus massifs du monde, les barrages, les mines, les usines. Comment s'assurer qu'ils se font de manière responsable? C'est une question absolument cruciale. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le guide qui sert de référence mondiale pour y répondre. Alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, voici notre feuille de route. On va décomposer ce guide en 6 parties. D'abord, pourquoi faut-il des règles? Ensuite, on verra le cadre de responsabilité. Puis, le cœur du réacteur, comment évaluer et gérer. Après, on parlera de la protection des gens et de la planète, du passage de la théorie à la pratique, et enfin, le but ultime de tout ça, le développement durable. Allez, on commence par la base. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces règles? Cette première partie, elle pose le décor. Elle nous montre la tension fondamentale que ces normes essayent de résoudre, le fameux défi du progrès. Voilà la question centrale. C'est vrai, les grands projets de développement, c'est synonyme de progrès économique, mais ça comporte aussi d'énormes risques. Imaginez un barrage qui déplace des milliers de personnes ou une mine qui pollue une rivière essentielle à la vie locale. Il faut donc trouver cet équilibre super délicat entre construire un monde meilleur et, ne pas le détruire en le faisant. Ok, donc face à ce défi, quelle est la solution? C'est justement là qu'intervient ce cadre pour la responsabilité, qui est incarné par les normes de l'IFC. Voyons un peu comment c'est ficelé. En fait, il faut voir ces normes comme une sorte de règle du jeu mondial. C'est un guide pour gérer ce qu'on appelle les risques environnementaux et sociaux, ou ES. C'est un schéma directeur que les investisseurs et les entreprises utilisent pour s'assurer que leurs projets sont menés correctement dans le respect des populations et de la planète. Et tout ce cadre repose sur 8 normes de performance. Chacune couvre un domaine hyper critique. Ça va des conditions de travail à la protection de la biodiversité. On ne va pas toutes les détailler, pas d'inquiétude, mais on verra un peu plus loin comment elles s'organisent autour de 2 grands principes. Bon, maintenant qu'on a le cadre, la vraie question c'est, concrètement, comment ça marche? Cette troisième partie nous emmène au cœur du système, on pourrait dire dans son cerveau, pour vraiment comprendre le mécanisme d'évaluation et de gestion. La norme 1, c'est vraiment le moteur de tout le système. Ce qu'elle impose, c'est un cycle permanent. On identifie les risques ESS avant de commencer, on met en place des actions pour les gérer, on surveille ce qui se passe et on corrige le tir si besoin. Ce n'est pas juste une formalité à faire une fois, c'est un processus vraiment dynamique. Et pour faire ça, l'outil numéro 1, c'est l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, l'EIS. Attention, ce n'est pas juste un tas de paperasse. C'est une enquête super approfondie pour comprendre toutes les conséquences possibles d'un projet, et ce, avant même que le premier coup de pelle soit donné. Et ce processus d'évaluation, il est incroyablement méthodique. On commence par bien délimiter le sujet, on regarde les différentes options possibles, on identifie toutes les personnes qui pourraient être affectées, on analyse les impacts, on propose des solutions pour les réduire, et bien sûr on documente tout pour que ce soit transparent. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Tout à l'heure, on a parlé de 8 normes et ça peut paraître un peu complexe. Mais pour y voir plus clair, il faut savoir que les 7 autres normes, en fait, on peut les regrouper en 2 grandes catégories toutes simples. Protéger les personnes et protéger la planète. Ce sont vraiment les 2 piliers de la durabilité. D'un côté, donc on a la protection des personnes. Ça veut dire garantir des conditions de travail justes, protéger la santé et la sécurité des communautés qui vivent à côté, gérer l'acquisition des terres de manière équitable et bien sûr respecter les droits des peuples autochtones et le patrimoine culturel. Et de l'autre côté, on a la protection de la planète. Là, on parle de règles sur la prévention de la pollution, l'utilisation efficace des ressources et, un point très important, la conservation de la biodiversité. Ça, c'est un principe absolument fondamental. Ce que ça veut dire, en clair, c'est que les entreprises ont une responsabilité directe de respecter les droits humains. Et ce, même si le gouvernement local ne le fait pas ou n'a pas les moyens de le faire. C'est un engagement qui va bien au-delà de la simple obéissance à la loi locale. Ok, maintenant, passons de la théorie à la pratique, du quoi au comment. Parce qu'avoir de beaux principes sur le papier, c'est bien, mais comment on s'assure qu'ils sont vraiment appliqués sur le terrain? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est un point essentiel. Une belle politique affichée sur un site web, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas d'action concrète derrière. Le risque, c'est de tomber dans le greenwashing, le vernis écologique. Pour que les normes soient respectées, il faut des systèmes solides et des actions qu'on peut vérifier sur le terrain. Il faut donc construire un vrai système de gestion. Et ça passe par des plans d'action très précis, du personnel bien formé, un suivi régulier, des plans en cas d'urgence et surtout des moyens pour les communautés locales de faire entendre leur voix. Bref, il faut toute une infrastructure humaine et organisationnelle qui soit dédiée à cette responsabilité. Et on arrive à notre dernière partie qui pose une question de fond. Au final, c'est quoi le but de tout ce processus? Pourquoi mettre en place un cadre aussi exigeant qui va bien au-delà de ce que la loi demande?
Et voilà, sans doute l'idée la plus importante à retenir. Le but ultime, ce n'est pas de cocher des cases pour faire plaisir à des investisseurs. Il s'agit de créer des projets qui apportent une vraie valeur sur le long terme, tout en gagnant la confiance des populations locales. C'est ce qu'on appelle le permis social d'opérer. Et bien souvent, il est encore plus important que le permis légal. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Est-ce que ce règlement mondial, aussi bien conçu soit-il, peut vraiment réussir à équilibrer les pressions économiques et les défis du terrain ? Peut-il vraiment concilier le profit et la protection ? La question, elle, reste ouverte.